Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, un lendemain d'élection présidentielle française évidemment sur les marchés. C'est un événement qui a été suivi de manière globale par les investisseurs de la planète qui passe assez vite aux autres sujets de préoccupation. Maintenant que la donne politique a été figée, on va dire, en France, en tout cas sur le plan de l'élection présidentielle, confirmant d'ailleurs le pari qui avait été pris par le marché ces derniers jours. Pas de surprise donc avec la réélection d'Emmanuel Macron. La séquence politique française est bien sûr amenée à se poursuivre sur un plan peut-être plus domestique, avec quand même les élections législatives du mois de juin qui seront là aussi sans doute un point de vigilance dans la dimension politique qu'il peut y avoir dans les marchés. Mais pour l'heure, les marchés sont en train de revenir à des sujets d'inquiétude macroéconomique, avec notamment une inquiétude autour du sujet chinois qui est en train de grandir. On a vu les marchés asiatiques dévisser lourdement ce matin, les indices chinois notamment qui ont connu de fortes baisses, et puis la devise chinoise également qui baisse assez nettement depuis quelques jours maintenant, à une baisse de 3% depuis la semaine dernière, qui montre bien combien l'économie chinoise est sous pression aujourd'hui. Et on voit d'ailleurs toutes les dimensions cycliques de marché qui sont orientées à la baisse aujourd'hui, à commencer par le compartiment des matières premières, avec un baril de pétrole par exemple qui recule de 4% en ce début de séance et en ce début de semaine. On fera le point sur les enjeux techniques de marché évidemment comme chaque lundi à la mi-journée. Romain Daubry sera avec nous en visioconférence dans quelques instants pour le plan de trading. Et puis nous démarrons une semaine intense à la fois en termes de nouvelles microéconomiques. Nous aurons beaucoup de publications de résultats tout au long de la semaine, à commencer par les GAFAM. Les grands secteurs bancaires en Europe publiera également ses résultats. HSBC, UBS et d'autres sont attendus cette semaine. Et puis les grandes composantes pétrolières du marché américain également sont amenées à publier leurs résultats cette semaine. Sur le fond de la macroéconomie, là aussi une semaine qui sera riche d'enseignements, avec notamment les premières estimations de croissance, de PIB pour le premier trimestre, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Et puis nous aurons également une première estimation d'inflation pour la zone européenne et les grands pays européens. Première estimation d'inflation pour le mois d'avril qui est attendu en termes de publication ce vendredi en Europe. Et c'est un lundi qui pique sur le plan de la dynamique des marchés actions et des actifs risqués en général, avec une baisse de plus de 2% à mi-séance pour le CAC 40. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Le CAC évolue sur des plus bas de 2 semaines. L'indice parisien fait les frais de la chute ce matin des marchés chinois. Le CSI 300 a chuté de 4,9%. C'est sa plus forte baisse depuis février 2020. En cause, le confinement de plusieurs grandes villes face à l'explosion des infections au Covid-19. Il touche désormais certains quartiers de Pékin et vient renforcer la crainte d'une diminution de la demande dans le pays. Les valeurs liées aux ressources de base sont impactées. C'est le cas d'ArcelorMittal, dont le titre chute de plus de 6% dans le sillage des contrats futurs sur le minerai de fer en Chine et à Singapour. Le secteur de l'énergie souffre aussi. Total Energy et Technip Energy sont en baisse. Un détour par Wall Street où vendredi le S&P 500 et le Nasdaq ont cédé près de 3%, signant de ce fait leur pire séance depuis début mars, toujours impactés par le durcissement du discours du président de la Fed. En cette saison de résultats trimestriels aux États-Unis, la semaine qui s'annonce sera la plus chargée, avec notamment les poids lourds de la tech, à l'instar de Meta Platforms, Alphabet, Apple, Amazon et Microsoft. En France, 16 sociétés du CAC doivent publier leurs chiffres d'affaires dans les prochains jours. Sur le plan des valeurs à suivre à la mi-journée, Vivendi est stable au premier trimestre. Le groupe connaît une croissance de 13,4% de son chiffre d'affaires grâce au dynamisme de ses filiales Canal+ et Havas. À noter que Vivendi n'a pas fourni de prévision pour l'exercice en cours. Vinci est en nette hausse sous l'effet de la victoire d'Emmanuel Macron. Celle-ci écarte la menace d'une renationalisation des concessions d'autoroutes. Eiffage progresse aussi. Valneva chute. Le groupe se trouve confronté à un nouveau délai quant à l'homologation de son vaccin en Europe. Et puis Ubisoft est en nette hausse portée par des rumeurs d'intérêt. Les sociétés de capital investissement Blackstone et KKR réfléchiraient à une offre éventuelle sur l'éditeur de jeux vidéo. Il s'agit d'une information Bloomberg.
Tendance, mon ami, c'est le point sur les infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Le plan de trading, chaque lundi à la mi-journée pour décrypter les enjeux techniques de la semaine à venir sur les marchés. C'est avec Romain Daubry, en visioconférence avec nous aujourd'hui, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. On est dans une séquence rouge sur la dynamique des marchés actions au niveau global. On l'a vu vendredi en clôture à Wall Street, on l'a vu ce matin sur la partie asiatique avec notamment des bourses chinoises qui ont été très chahutées. Et sans surprise, les répercussions se font sentir sur les indices européens en ce début de semaine. Bon, les vendeurs semblent avoir repris la main, on peut le dire aussi simplement que ça, Romain, j'imagine. Bonjour Grégoire, oui c'est effectivement ça. Il y a eu de gros contre-pieds la semaine dernière, même un petit intérêt acheteur détecté en milieu de semaine et les réactions de Jérôme Powell et des indices américains donc en fin de semaine dernière ont redonné la main aux vendeurs qui effectivement mettent un peu de pression baissière. La position ouverte globale sur le futur CAC 40 augmente, quel que soit le sens, mais là elle a augmenté dans le sens des vendeurs et on revient à un niveau d'intérêt moyen, c'est-à-dire proche des intérêts moyens sur le futur CAC 40 alors qu'il en manquait précédemment. On a par ailleurs, et en contrepartie de ça, des opérateurs qui sont quand même couverts, qui sont protégés, il faut le dire, toujours, qui sont assez réactifs au moindre coup de stress. Ils l'étaient, mais un petit peu moins quand on reflirtait avec les 6700 points. L'alerte de vendredi a été assez rapide et tout de suite, les portefeuilles sont couverts à raison de 2 options de vente pour une option d'achat. Donc ça, c'est aussi toujours un signe d'amortisseur dans le mouvement de baisse. On flirte là sur la plupart des indices, on va le voir, avec des niveaux d'alerte de moyen terme. Et bien pour l'instant, les opérateurs sont vigilants et toujours prudents, même si on sent que le consensus change un tout petit peu. C'est-à-dire qu'à constater que le marché tient et résiste dans tous les cas de figure, bien on peut se demander, on s'y habitue et on considère qu'à chaque fois, d'aller flirter avec les niveaux d'alerte devient presque normal. C'est là où ça devient un petit peu dangereux et on sent un tout petit peu plus d'optimisme de la part des opérateurs. Donc ça, c'est un élément qu'on va surveiller aussi. Les niveaux de couverture dans les portefeuilles, c'est la zone 5950, 6003. Puis 5007, 5008 et 4008, 5004. On rappelle que ça, ce sont des niveaux sur les options, donc sur le futur CAC 40, et que le futur CAC 40 cote environ 80 points de moins que l'indice CAC 40 cash. Donc les niveaux qu'on évoquera sont un peu plus bas. On note aussi dans le mouvement de baisse des derniers jours sur les marchés américains que les volumes ont été vraiment lourds et significativement plus lourds dans la baisse que dans les jours de hausse ou de stagnation précédente. C'était moins le cas en Europe, mais ça aussi c'est un signal à prendre au sérieux. Bon, c'est pas le moment de baisser la garde et de perdre en vigilance, quand bien même, effectivement, on reste pour l'instant dans des trading ranges qui sont bien identifiés par les investisseurs et les techniciens. Si on prend l'exemple du Nasdaq, alors je le rappelle, qui est le premier grand indice américain, bien sûr, à avoir décroché à partir du mois de novembre 2021, force est de constater que, alors, malgré quelques rebonds ici et là, la configuration reste quand même très négative pour l'indice des grandes valeurs technologiques américaines, avec là même des zones d'alerte de long terme qui sont testées, techniquement parlant, par le Nasdaq. Oui, à nouveau. On les avait testés sérieusement. Vous avez sous les yeux un graphique hebdomadaire du Nasdaq avec un triple test en février-mars dernier, un rebond assez marqué, assez important derrière. Et là, on revient sur ce niveau d'alerte assez rapidement, assez puissamment, avec des volumes, je le disais, qui augmentent dans le mouvement de baisse et des gaps. Et donc, on reste dans cette séquence dont on rappelle qu'on est globalement dans une séquence baissière, que le rebond, on l'anticipait, était un rebond de main faible. Et la question de savoir si une accélération baissière plus importante va se matérialiser ou pas est sérieuse, elle est même au centre de notre scénario. La question du timing reste et on voyait les choses pour un petit peu plus tard. Or, le Nasdaq est particulièrement important pour l'instant puisque, vous le disiez, et Alix l'expliquait tout à l'heure, le rappelait tout à l'heure, les GAFAM vont publier cette semaine entre mardi et jeudi, donc ça va être le moment pour elles de réagir et de donner de la visibilité aux investisseurs qui se montrent très très prudents. Donc 13 105, 13 320 vraiment à préserver sur le Nasdaq en clôture hebdomadaire. Cette médiane à 14 055 qui est vraiment aussi à réintégrer pour reprendre un peu de couleur. Et en tout cas, pour l'instant, toujours une situation d'évolution en trading range.
un retour dans la partie basse du range avec du volume et une accélération baissière. En amont des résultats, il va falloir être fort. Bon, une semaine de vérité, on va le dire comme ça, pour le Nasdaq, avec effectivement les grandes composantes, les plus fortes pondérations, les GAFAM, qui publieront leurs résultats, à commencer demain soir par Microsoft et Google, après la clôture des marchés américains. Si on transpose la situation technique en Europe, à travers notamment l'indice Eurostock 50, là aussi on voit, Romain, après le rebond qui était venu après le point bas du mois de mars, généré par le déclenchement de l'invasion en Ukraine, on voit quand même qu'on reste très proche là aussi de zones d'alerte de moyen terme, avec le gap à la baisse de ce matin. Oui, encore un gap baissier effectivement très important. Un gap hebdomadaire, c'est toujours un signal fort. Un canal baissier qui se met en place maintenant, qui se matérialise de moyen terme sur l'Eurostoxx. Et on revient tester des niveaux alors qu'on pourrait dire de moyen ou voire de long terme. J'aurais même pu les indiquer comme étant de long terme puisque ceux de moyen terme ont été rompus déjà il y a quelques temps. On revient tester les niveaux d'alerte à nouveau. C'est pas très bon. En force, avec un peu de volume, avec des gaps. Le risque, c'est d'accélérer au moins dans des proportions équivalentes au trading range qu'on vient de connaître, c'est-à-dire d'aller chercher des niveaux situés aux alentours des 3450 points sur l'Eurostoxx. En cas de clôture, sous 3745 points. Encore une fois, on ne va pas avoir, je pense, les réponses instantanément, c'est-à-dire on va les avoir au moment des publications, donc peut-être pas aujourd'hui, mais entre demain et jeudi, très probablement oui. Oui, on le rappelle, beaucoup de publications en Europe également. C'est notamment le secteur bancaire européen qui sera particulièrement suivi cette semaine, avec HSBC ou encore UBS, par exemple, qui publieront dès demain leurs résultats. On notera également la publication attendue de Santander, qui fait partie là aussi des plus grosses banques européennes. Si on regarde d'autres classes d'actifs, un mot peut-être des matières premières, et on le voit, ça fait partie des actifs qui sont sous pression aujourd'hui, Romain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on ait marqué un top, alors sur le fameux indice CRB que vous suivez, qui représente un panier global de matières premières, mais qui représente également une forte pondération de matières premières cycliques énergétiques, à commencer par le pétrole? Oui, tout à fait. Une trentaine de pourcents de pétrole dans le CRB, 19 matières premières, et donc un essoufflement qu'on pressentait depuis quelques temps, même s'il y avait une accélération haussière récente. Mais cette configuration n'est pas extraordinaire, comme vous le voyez. On rompt la ligne de tendance haussière de moyen terme ce matin. Donc on entame la semaine avec un gap baissier, donc peut-être un gap de rupture avec la tendance précédente. Et on passe sous un niveau important à 26,50, avec des proportions de baisse qui sont assez marqué. Donc au moins un coup d'arrêt à court terme dans la tendance, ça c'est sûr. Peut-être une latéralisation à moyen terme. Le Brent, lui, est dans une configuration, alors qu'on aurait pu prendre individuellement, j'ai préféré ce panier global, mais le Brent, lui, évolue dans un large triangle symétrique. Il s'approche de la borne basse et il faudra préserver 99,30 sur le Brent, au risque de déclencher une accélération baissière un peu plus marquée. Encore une fois, c'est une tendance de fond qui s'est mise en place sur les matières premières, et je pense que même un retracement ponctuel n'entraînerait pas de mouvement très lourd et très marqué. Mais là, il y a un coup d'arrêt dans la tendance clairement, et on pourrait évoluer dans un trading range situé entre 24,47 sur le CRB et 27,57 en haut, au moins latéralisé pendant quelques temps, mais le gros trend fort qui était en place depuis plusieurs semaines. On rappelle que le CRB a quand même pris plus de 200% depuis ses points bas de mars 2020, et plus de 55% depuis le creux du mois de décembre dernier. Donc la pause est aussi légitime sur ce secteur. Ouais, intéressant d'ailleurs de noter, quand on remet les choses en perspective, comme vous le faites, Romain, que cette envolée des matières premières s'est faite de manière concomitante avec une envolée du dollar. On regarde de plus en plus les marchés de devises qui s'animent et qui sont en train de dévoiler de fortes divergences sur certaines grandes parités. Si on regarde par exemple l'euro-dollar, l'euro, ça y est, a effacé tous les gains qui avaient été enregistrés post-pandémie, c'est-à-dire à travers l'année 2020 et pendant une partie encore de 2021. L'euro-dollar a 1,0730 au moment où on se parle. Ça nous ramène sur les niveaux justement du déclenchement de la crise pandémique en mars 2020. Oui, exactement. Et puis des niveaux, vous le voyez, qui sont des niveaux qui datent de 2017, qu'on n'avait pas testé depuis 2017. Et même en 2020, au moment de l'accélération baissière, on avait stagné un peu au-dessus de 1,0720, mais on avait rebondi. Et les mèches mensuelles, le graphique que vous avez sous les yeux est un graphique mensuel. Les mèches mensuelles montrent qu'on avait rebondi assez rapidement sur ce niveau-là. Là, vous voyez que là, pour l'instant, le mois d'avril va se terminer de façon assez lourde autour de 1,0720. Probablement, est proche du niveau de support qu'on n'a pas testé donc depuis 2020 testé et enfoncé depuis 2017. Donc c'est très lourd. En plus, on repasse
très nettement cette fois-ci sous la ligne de tendance baissière de long terme qui avait été débordée en août 2020. Donc c'est un mouvement important et vraiment qui était lourd qui se produit ici. On a des supports intermédiaires à 0,520, 1,0219 derrière, mais c'est surtout 0,9910, la grande cible sous ce niveau-là. Donc pour l'instant, 1,0720 n'est pas rompu, mais il va falloir voir la clôture mensuelle et on n'imagine pas le retournement d'un mouvement pareil très, très rapidement en tout cas. Non, la question de la parité, peut-être pas pour tout de suite, mais est une question qui revient sur le devant de la scène, parité entre euro et dollar. Et effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, bon, il y a l'euro baisse en tant que tel, mais c'est surtout le dollar qui monte, et pas uniquement face à l'euro, face au yen japonais, face au franc suisse, on le voit depuis quelques mois, face au yuan chinois également. C'est bien l'indice dollar en tant que tel qui crée ces mouvements sur les parités de change, Romain. Exactement. Le dollar est l'indice fort en ce moment. Il est représenté face à 6 valeurs, ce dollar index, et dont la plus grosse pondération est celle de l'euro. Mais effectivement, c'est face aux autres aussi que le mouvement se met en place. Et le dollar index lui-même, qui est sous forme de graphique hebdomadaire éventuellement, là, avait évolué, et on l'avait commencé à le surveiller depuis le mois de juin-juillet dernier, avait accéléré nettement à la hausse au sein d'un canal haussier de façon très harmonieuse, avait atteint sa cible à 99,10 et donc la borne haute du canal est là, l'a débordé puissamment, a accéléré et prend la direction de sa prochaine résistance à 103,90 alors qu'il est pour l'instant aux alentours de 101. Donc il y a encore un potentiel de hausse marqué possible sur le dollar index et effectivement une force qui vient de ce côté-là sur le mouvement en question. D'un point de vue sectoriel, si on poursuit cette analyse de marché, Romain, il faut noter que certains secteurs, alors, qui sont pourtant les vedettes depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres maintenant, je pense par exemple au secteur de l'énergie en bourse, ce secteur spécifique de l'énergie qui concentre beaucoup d'attention est peut-être en train de marquer là aussi un top temporaire d'une certaine manière, si on fait le lien avec les cours de matières premières en général, d'ailleurs, Romain. Oui, on l'avait signalé plusieurs fois et évoqué sous forme de force relative l'indice des valeurs liées à l'énergie et les grandes pétrolières formait une structure d'accélération haussière forte après une stagnation depuis 2015 dans un grand trading range. La résistance majeure a été débordée par le haut. C'est un indice qui devenait fort, composé de ces grands acteurs et un débordement qui était significatif, une accélération haussière marquée. On évoquait la possibilité de ce qu'on appelle un throwback au moment où on signalait ce mouvement-là. Il a l'air de vouloir se mettre en place. Le throwback, c'est le fait de revenir sur une ligne de support majeur et d'une structure de retournement haussière pour aller la tester, s'appuyer dessus, mais ça laisserait quand même un retournement de l'ordre d'une douzaine de pourcents pour aller retester des niveaux importants situés sur le panier que vous avez sous les yeux, qui est un graphique mensuel, aux alentours de 313. Alors on rappelle en plus que cet panier, cet ETF, ce tracker est composé donc de ses principaux acteurs et que vendredi prochain, Exxon et Chevron vont publier aux États-Unis, vendredi dans la séance aux États-Unis. Or, elle représente à L2 25% de ce panier de valeur. Donc, c'est très significatif et ça montre aussi qu'il y a un coup d'arrêt dans un secteur qui était le secteur fort, qui entraînait le marché, qui lui permettait de se maintenir en ce moment. Et même si les indices sont plutôt dans des logiques de trading range pour l'instant, de consolidation et de latéralisation, à l'intérieur des indices, il y avait des mouvements forts. Et si ces acteurs-là reculent, on peut s'inquiéter effectivement pour le reste des indices. On constate que sur le secteur des télécoms, qui était un secteur assez fort récemment et qui donne des signaux importants aussi, ça patine aussi. Et donc sur un ensemble de secteurs qui étaient comme la santé, qui reculent à leur tour aussi. Donc on va manquer de soutien dans ces marchés-là. Et si ces acteurs-là ne tiennent plus, il va falloir que d'autres prennent le relais au moins. Très rapidement, en 30 secondes, pour conclure, Romain, les enjeux techniques, si on prend le contrat futur CAC pour le mois de mai, après le gap à la baisse de ce matin, là, les enjeux pour les prochains jours? Le plus important, c'est le gap à la baisse, en effet, de ce matin. Peut-être gap de rupture avec la tendance actuelle, à confirmer ou pas. Si ce gap est comblé et débordé à nouveau, il invalide ce risque de baisse. Pour l'instant, c'est toujours un trading range. 6260, 6312 en bas, une médiane importante qui est située aux alentours de 6490 points, et puis la borne haute du trading range, 6680, 6718. On est du mauvais côté de la barrière avec un gap baissier et des volumes un peu plus lourds. Il va falloir réagir très vite.
Merci beaucoup Romain. Romain Daubry avec nous Merci. chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse pour détailler, développer et décrypter les enjeux techniques de marché. C'est le plan de trading avec Bourse Direct. Vous l'avez compris, c'est une semaine dense en termes d'actualité pour les investisseurs, avec à la fois la séquence de publication de résultats, deux grands secteurs à surveiller aux États-Unis. Vous l'avez compris, les GAFAM, bien sûr, traditionnellement les plus fortes pondérations de la bourse américaine, mais également le secteur pétrolier. Chevron et Exxon publieront les résultats ce vendredi. Le secteur pétrolier et le secteur de l'énergie au sens large, qui a été jusqu'à présent un des grands secteurs forts depuis plusieurs mois maintenant. Et puis sur le plan de la macroéconomie, là aussi, semaine intense, avec, par exemple, les premières estimations de croissance qu'on aura pour les États-Unis et pour l'Europe sur le premier trimestre, avec une croissance américaine qui est attendue autour de 1% en termes de rythme trimestriel annualisé. Thomas Kosterg est avec nous en visioconférence pour évoquer la situation macro-américaine et parler de la Fed, bien sûr. Bonjour Thomas, vous êtes économiste senior en charge des États-Unis chez Pictet Wealth Management. Un mot quand même de ce chiffre de PIB qu'on attend. Voilà, je disais autour de 1% en rythme trimestriel annualisé. On vient de quasiment 7% sur le trimestre précédent. Qu'est-ce qu'il va falloir comprendre des dynamiques qui sont à l'œuvre à travers le premier trimestre et jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, pour l'économie américaine? Oui, en termes d'activité, il faut autant regarder les créations d'emplois que le PIB. Le PIB ne reflète pas forcément toute la vigueur de l'économie américaine, parce qu'on aura donc un chiffre assez faible de seulement 1%. Néanmoins, qu'est-ce que ça dit sur l'économie américaine? En fait, on a une économie qui avait été impactée par le variant Omicron, notamment au mois de janvier. Il y a eu un rebond depuis lors, notamment dans l'activité des services. Donc la consommation des services a franchement rebondi. C'est pour ça que le deuxième trimestre devait être meilleur. Évidemment, nous, les économistes, on regardera les effets techniques, notamment liés au stock. Il y a un effet de stockage, de déstockage dans l'économie américaine et aussi lié au commerce international qui impacte beaucoup ces chiffres de PIB. Mais grosso modo, je pense qu'il faudra ignorer ces chiffres faibles du premier trimestre et insister sur le fait qu'il y a une vigueur sous-jacente de l'économie américaine. Néanmoins, maintenant, si on se projette dans le deuxième moitié de l'année, cette vigueur de l'économie américaine est appelée à s'affaiblir puisqu'on a les hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale et on a aussi moins de soutien budgétaire et donc une économie qui va plutôt vers la faiblesse en deuxième moitié de l'année. Bon, même si, ça nous amène évidemment sur le terrain de la politique monétaire et de la Fed, même si à ce stade, le discours de la Réserve fédérale américaine reste toujours plus vigoureux. C'est un peu l'enseignement des multiples communications qu'on a pu avoir de la part des banquiers centraux la semaine dernière à Washington. Thomas, a commencé par Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale américaine. Moi, je constate que le pricing de marché n'a cessé d'augmenter avec l'idée même, alors c'était vendredi soir chez les traders, qu'on pourrait avoir une séquence de 4 hausses de 50 points de base consécutives du côté de la Réserve fédérale américaine à partir du meeting de la semaine prochaine. Tout à fait, c'est un peu panique à bord à la Réserve fédérale. On regarde l'inflation. Ce qui est nouveau quelque part, c'est que l'inflation est de plus en plus broad-based, c'est-à-dire elle est vraiment répandue à travers de nombreux sous-indices de l'inflation. Et donc en fait, l'inflation se répand dans plusieurs catégories de consommation. Et je pense que c'est ça qui fait peur à la Réserve fédérale. Donc elle a peur notamment que l'inflation continue de se répandre, mais aussi qu'il y ait une boucle prix-salaire. Donc il faut agir vite et agir fort, et d'où en effet maintenant cette nouvelle rhétorique qu'il faut monter les taux de façon un peu plus accélérée et notamment ce mot important de la Réserve fédérale, c'est front loading. Donc en fait on va concentrer les hausses de taux sur le très court terme. C'est un mot en français qu'on n'a pas vraiment d'ailleurs. Mais voilà, je pense que ça en dit long. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'économie peut absorber vraiment toutes ces hausses de taux de 50 points de base? Moi, j'ai un doute, pour être tout à fait honnête. Je pense qu'en effet, au prochain meeting, voilà, ils veulent remonter les taux de 50 points de base. Peut-être on a encore une hausse de 50 points de base par la suite, mais ça va être difficile de suivre ce rythme dans tous les prochains meetings. Je pense que d'ici l'été, on pourra avoir les premiers signaux de faiblesse de l'économie américaine et en particulier dans le marché immobilier. Et ça pourrait mener, à mon avis, la Réserve fédérale à moduler un peu cette rhétorique qui est pour l'instant extrêmement hawkish.
Comment est-ce que vous regardez, Thomas, alors du point de vue de l'économie américaine et du point de vue de la Réserve fédérale américaine, l'évolution de l'environnement global, à savoir les difficultés à venir encore peut-être pour l'économie européenne, avec évidemment une crise géopolitique qui frappe beaucoup plus durement certaines économies européennes, et puis surtout le sujet chinois. Et ça fait déjà un moment que vous alertez sur l'idée que ce qui vous inquiète le plus peut-être dans le paysage global macro de cette année 2022, c'est la question chinoise. Et de ce point de vue-là, on n'est pas déçu. Je prends l'exemple juste de la devise chinoise. C'est vrai que de voir le yuan reculer de 2-3% en quelques jours, pour une devise qui est censée être contrôlée, on se dit qu'il y a quelques frictions là, qui commencent à apparaître. Hein. Oui, tout à fait. Pour revenir aux rencontres du FMI la semaine dernière, donc la croissance mondiale a été révisée à la baisse, donc à 3,6% pour la croissance mondiale cette année. D'ailleurs, c'est aussi 3,6% pour l'année suivante. En fait, donc on a des perspectives économiques mondiales qui s'affaiblissent, et notamment, alors le FMI mettait plutôt l'accent sur l'Europe, évidemment les conséquences de la guerre en Europe de l'Est sur l'activité européenne, mais évidemment il y a cette grosse question chinoise, puisque quand même la tendance de ces dernières années, de cette dernière décennie, ça a été quand même la forte croissance chinoise, liée elle-même à une forte croissance de l'investissement en Chine. Et on sent quand même qu'on arrive au bout d'un modèle en Chine, notamment que cette économie chinoise qui avait été aussi beaucoup tirée par la dette, on sent aussi que le gouvernement chinois a moins envie ou moins d'appétence pour du crédit supplémentaire ou pour du support budgétaire supplémentaire. Donc il y a aussi cette double question d'une économie qui ralentit, mais aussi de plans de soutien qui mettent du temps à se mettre en place, voire même qui ne pourraient ne pas arriver. Et en plus, cerise sur le gâteau, entre guillemets, il y a ce choc lié évidemment au Covid et à la gestion de la pandémie en Chine. Donc bref, beaucoup d'incertitudes sur cette économie chinoise qui a été un moteur de l'économie mondiale. Et en plus de ça, vous avez par zone un certain nombre d'incertitudes en Europe, en particulier liées à la fourniture énergétique russe, mais aussi aux États-Unis sur les conséquences des hausses de taux. Et est-ce que la Fed, la Réserve fédérale, n'en fait pas trop en termes de hausse de taux, et ça pourrait casser évidemment cette économie américaine qui reste très endettée au niveau privé, mais aussi au niveau fédéral. Bon, voilà pour les enjeux macroéconomiques du point de vue américain, évidemment, du point de vue global, mais du point de vue américain plus précisément. Thomas Koster qui était avec nous en visioconférence depuis Genève pour évoquer ces questions au démarrage d'une semaine intense, je le disais, que ce soit en termes de rythme de publication des résultats d'entreprise et puis en rythme de publication de nouvelles macroéconomiques. Le PIB américain sera publié ce jeudi à 14h30. Première estimation pour le premier trimestre, une croissance attendue en rythme trimestriel annualisé à 1% pour les États-Unis. Thomas Koster qui était avec nous en visioconférence, donc économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve évidemment à partir de 17h pour une heure complète d'émission en direct sur Bismart.